Bonjour à bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir cet après-midi dans le webinaire de l'AFPBN, la section Next et Fine. Alors l'AFPBN, c'est l'Association française de psychiatrie biologique et neuropsychopharmacologie, qui a une spécificité, c'est d'être structurée en sections qui essayent d'aborder des thématiques d'actualité et innovantes en psychiatrie. Deux de ces thématiques aujourd'hui sont celles du neurofeedback à travers la section Next, Neurofeedback Evaluation and Training, et la section Find, représentée aujourd'hui par le professeur Wanou. Donc, la section Next, c'est une section sur le neurofeedback qui consiste à prendre cette technique particulière de régulation des activités cérébrales en permettant au sujet de voir ou entendre un paramètre de celle-ci, et bien apprendre le sujet à la réguler. Et l'imagerie cérébrale peut être d'une forte utilité là-dedans. Donc, les sections Next accueillent différents acteurs autour de la psychiatrie et vous pouvez adhérer à l'Association française de psychiatrie biologique et neuropharmacologie et participer dans ces sections. Donc, l'idée de ces sections, c'est d'être en travail collaboratif, intersection. Et donc, aujourd'hui, c'est un webinaire en collaboration Neurofeedback et Find. Alors, qu'est-ce que la section Find, Jocelyn? Bonjour, merci. Donc, la section Fine, comme disait Jean-Arthur, est une section de la FPBN. C'est la section sur la neuroimagerie dans les troubles mentaux. Donc, le consortium Fine rassemble les chercheurs en neuroimagerie des troubles psychiatriques en France et ça permet la mise en place d'études multicentriques à l'échelle nationale, la mise à disposition d'outils informatiques, de moyens humains et de niveau d'expertise. Donc, on a un triple objectif qui est la diffusion des connaissances, comme aujourd'hui, par exemple, avec le webinar, mais également la formation, proposant des formations à des personnes dans des centres dépourvus d'un plateau technique important, et puis la recherche. Donc, on est à l'origine de la création d'un consortium de chercheurs en neuroimagerie. Voilà. Et donc, ça me permet de faire la transition avec la thématique du jour et donc vous présenter ce webinaire qu'on a le plaisir d'organiser et d'animer avec la section Find, en discutant aujourd'hui des nouveaux biomarqueurs cibles en neurofeedback et notamment, effectivement, comment ces biomarqueurs, dont l'une des modalités est l'imagerie cérébrale, et vous allez voir qu'au cours de ce webinaire, plusieurs modalités d'imagerie cérébrale vont pouvoir être utilisées afin de pouvoir extraire des biomarqueurs d'intérêt qui vont servir d'entraînement au patient qui fait son entraînement au neurofeedback. Et nous verrons aussi comment est-ce qu'on peut travailler sur la portabilité de ces marqueurs en IRM fonctionnel. Et donc, on vous présentera un peu ces aspects de signature électroencéphalographique de l'IRM, des biomarqueurs en IRM fonctionnel et pourquoi est-ce que c'est intéressant. Sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vous présente notre premier orateur qui est François Vialat. François est docteur en neurosciences cognitives, il est aussi psychologue clinicien, TCC, et il mène une activité de recherche sur les approches dimensionnelles appliquées au neurofeedback. Et donc, il va justement aujourd'hui nous parler de l'approche psychophysiologique des biomarqueurs et comment est-ce que les approches dimensionnelles peuvent nous donner des outils de compréhension et de développement à cet égard. François, nous te laissons la parole. Merci Jean-Marie, merci pour cette introduction. Et je vais effectivement vous parler un petit peu de la psychophysiologie des biomarqueurs. Alors, ça signifie qu'on va essayer de partir des neurosciences cognitives et voir comment les mesures que nous utilisons pourraient être utilisées pour mieux renseigner le neurofeedback. Je vais parler un petit peu d'électroencéphalographie au début et je terminerai avec une ouverture qui va amener naturellement aux présentations qui vont suivre sur les marqueurs en IRM fonctionnel ou en connectomique. Alors, pourquoi doit-on changer de regard sur les biomarqueurs électroencéphalographiques? Si l'on regarde l'approche historique du neurofeedback, au début, on associait des ondes à des fonctions. Par exemple, on allait prendre le rythme θ et on allait vouloir l'associer à des fonctions cérébrales, cognitives ou liées à des pathologies. Le problème, c'est que c'est un petit peu comme si on voulait utiliser un couteau à beurre pour faire de la chirurgie. Il vaut mieux utiliser un bistouri. La question, c'est peut-on avoir des biomarqueurs suffisamment précis
pour intervenir. L'électroencéphalographie a été utilisée depuis plusieurs décennies pour faire du neurofeedback. L'idée n'est pas nouvelle du tout. On peut classer les rythmes de l'activité cérébrale sous forme de tracés d'ondes. Il n'y a pas de consensus exact sur les limites entre les bandes de fréquences, mais on a approximativement les bandes de fréquences qui sont sur cette diapositive, avec le fait de départager les ondes basse fréquence jusqu'aux ondes haute fréquence. Et puis, ces ondes de fréquence et ces fréquences peuvent correspondre à des états. Ça aussi, ce sont des observations qui sont assez anciennes et qui permettent de vérifier si le sujet est en état d'éveil, en état de sommeil léger, profond ou paradoxal. Ça a été l'une des premières applications de l'électroencéphalographie en polysomnographie. Ce qui a amené aux premiers biomarqueurs qui ont pu être développés pour tenter de mettre en place des approches de neurofeedback. Par exemple, regarder le ratio θ-β pour essayer de traiter le trouble de l'attention. Parce qu'en effet, certaines observations ont montré que ce biomarqueur, le ratio entre les ondes lentes θ et les ondes rapides β, semblait permettre de distinguer les patients atteints de troubles de l'attention de sujets sains contrôle. Donc on pouvait supposer que l'augmentation de l'activité bêta correspondait au fonctionnement de l'éveil et le rythme θ à un problème lié à la surcharge cognitive, et donc il s'agissait d'un biomarqueur lié à l'échec du contrôle cognitif. Le problème, c'est que ce biomarqueur est un biomarqueur qui cible une catégorie, un trouble avec une approche catégorielle qui est le trouble de l'attention et non pas une approche dimensionnelle qui ciblerait l'attention elle-même. On ne peut pas, par exemple, dire quel serait le lien entre le rythme, le ratio θ-β dans le déficit attentionnel du TDAH et celui que l'on observerait dans le déficit attentionnel d'une personne qui aurait eu un AVC. Donc, est-ce qu'on peut faire correspondre la cognition et l'électroencéphalographie? On compare des univers qui sont très différents. On a le comportement humain qui est observable, plutôt d'un point de vue qualitatif, la cognition, les émotions que l'on peut déduire avec des protocoles de psychologie cognitive et des mesures EEG qui sont quantifiables. Il existe une approche qui permet d'essayer de croiser ces informations, qui est l'approche dimensionnelle. L'objectif, c'est de créer une taxonomie des troubles mentaux qui réunissent la biologie et le comportement en recensant les dimensions qui sous-tendent les pathologies. Ça signifie qu'on ne part plus d'une observation de troubles. On ne va pas étudier le TDAH séparément, par exemple, d'un AVC. On va étudier l'attention, qui est un mécanisme qui va être commun à de très nombreux troubles. Donc, au lieu de partir de pathologie, on part de fonction. Et on essaye de trouver un lien entre une fonction et des biomarqueurs cibles. Comme on essaie de trouver un lien entre une fonction et des biomarqueurs cibles qui ne sont pas à la même échelle, la tâche est bien évidemment très difficile. Si on prend l'exemple de la schizophrénie, on peut observer de l'extérieur un certain nombre de symptômes, les symptômes positifs et négatifs et la désorganisation, qui sont les éléments sur lesquels le psychiatre va se baser pour pouvoir poser son diagnostic. Et on voit que ces éléments sont associés à des conséquences fonctionnelles. Le patient est gêné et a du mal à vivre, c'est la pathologie. En sous-jacent, on va avoir un ensemble de déficits de différentes fonctions cognitives au niveau de la mémoire, de l'attention, des fonctions exécutives, de l'agentivité, c'est-à-dire la capacité à se sentir responsable de ses actes, et de la cognition sociale, qui fait que la personne interprète mal son rapport aux autres. S'il était possible de cibler ces fonctions sous-jacentes, alors on pourrait concevoir de nouveaux traitements et aller cibler ces éléments-là. Mais pour ça, il faudra avoir des biomarqueurs qui correspondent à chacune de ces fonctions. Mais l'électroencéphalogramme n'est pas une baguette magique. Est-ce qu'on peut vraiment mesurer des fonctions cognitives en EEG? Sachant que l'on utilise un signal qui est bruité, qui n'a accès qu'aux informations qui sont à la surface du cortex, avec une variabilité inter-essai, c'est-à-dire que d'un essai à l'autre, d'une heure à l'autre, on va avoir des fluctuations dans l'activité EEG. Et puis intersujet, au sein du sujet lui-même, on a des fluctuations et
entre les sujets, pardon, on a des fluctuations, et en intrasujet, au sein du sujet, on a des fluctuations. Donc il y a quelque chose d'instable dans le signal EEG et de bruité. On a une source d'artefacts très importante qui est celle de l'activité musculaire, avec des muscles qui envoient un signal en millivolts alors que l'EEG est en microvolts. Par exemple, sur la petite image qui est en haut à droite, on voit un EEG de scalp où sont en fait représentés exclusivement des parasites, des activités électromyographiques. Donc on a un signal artefacté et l'information que l'on cherche est une aiguille dans une meule de foin. Ensuite, le signal est peu spécifique, puisque si l'on reprend le rythme θ dont je parlais tout à l'heure, au fil du temps, on a pu montrer que le rythme θ hippocampique, c'est-à-dire uniquement le rythme θ circonscrit à l'hippocampe, qui est une toute petite structure, va être corrélé à l'ensemble des fonctions qui sont affichées sur la diapositive. Autrement dit, le rythme θ est impliqué dans pratiquement toute la cognition. Et on a parlé du rythme θ hippocampique. Qu'est-ce qui se passe si on parle du rythme θ associé au fonctionnement du cortex singulaire antérieur? Donc, de façon générale, utiliser les rythmes bruts de l'EEG donne une image assez pauvre et assez embrouillée de cette activité, donc peu spécifique, donc peu utilisable. On a des problèmes de conduction volumique, on ne sait pas exactement où le signal est enregistré. Si je place une électrode au-dessus de la zone occipitale, cela ne signifie pas que le signal enregistré provient de la zone occipitale. Il peut s'agir d'un signal qui a été propagé depuis les aires centrales ou frontales. La localisation est donc imprécise. Puis, comme je le disais, on a des fluctuations d'un sujet à l'autre, parce que, par exemple, l'épaisseur du crâne d'un sujet est différente par rapport à un autre, ce qui va changer le signal, mais aussi au sein du sujet, en fonction de l'heure du jour ou de la nuit, ou si le sujet a consommé du café avant ou pas, ou s'il a bu de l'alcool. Ce qui va nécessiter de calibrer les données. Il y a donc un souci technique au niveau de l'EEG pour avoir des signaux qui soient propres et qui soient précis en se mettant dans des conditions qui permettent d'avoir un enregistrement de bonne qualité. Si je reprends le rythme θ que l'on peut enregistrer au niveau du scalp, on trouve deux sources principales qui sont intéressantes à étudier, une au niveau de l'hippocampe et une au niveau du cortex singulaire antérieur. Alors là, c'est très intéressant. L'hippocampe est une source qui est sous-corticale, qui n'a absolument pas du tout de lien avec ce que physiquement on peut enregistrer. Néanmoins, le θ que l'on enregistre au niveau du cortex, donc en surface du cerveau, corrèle avec l'activité de l'hippocampe. Donc c'est un corrélat indirect. L'hippocampe va avoir des fonctions impliquées dans le maintien de la mémoire de travail et dans le stockage à long terme de la mémoire à long terme, alors que le cortex singulaire antérieur est, lui, relié plutôt à la régulation du fonctionnement et aux mécanismes de contrôle cognitif. En fonction de la topographie et de l'extension du rythme θ, on est bien sur le même rythme, mais on n'a pas la même fonction cognitive associée, et à condition qu'il n'y ait pas eu de bruit dans l'enregistrement. Le signal électroencéphalographique est cependant beaucoup plus complexe que simplement des ondes dans le temps. Si j'extrais depuis un canal donné un signal EEG, qui est représenté en bleu sur la courbe horizontale sur le bas de la diapositive, on peut en fait découvrir à l'intérieur de ce signal une succession de rythmes. Cette succession de rythmes va s'exprimer sous la forme de bouffées transitoires, donc des motifs EEG, où à certaines bandes de fréquences, on a des activités qui apparaissent puis disparaissent, comme des espèces de pulsations. Autrement dit, en dessous d'une seule électrode, on a l'équivalent d'un concert neuronal avec de nombreuses activités qui vont naître et mourir. Et par exemple, on pourrait tout à fait regarder le couplage entre deux bandes de fréquences. Donc, je vous donne cet exemple parce qu'il s'agit d'un biomarqueur un peu plus complexe que ce qui va être utilisé dans de très nombreuses recherches dans la littérature sur le neurofeedback. Simplement, regarder la coordination entre les bouffées dans la bande θ et les bouffées dans la bande gamma. Ce qu'on observe, c'est que ces bouffées semblent représenter la coordination entre le stockage au niveau cortical
et le repérage au niveau hippocampique de la mémoire. Donc il s'agit d'un très bon marqueur de la maintenance en mémoire de travail. Si ce couplage est bien effectif, alors ça signifie que le sujet est en train de maintenir une information en mémoire de travail, en tout cas dans le domaine sensoriel qui correspond au cortex sensoriel sollicité. Et peut-être que l'avenir du neurofeedback, ce serait d'aller vers des biomarqueurs qui, d'un point de vue psychophysiologique et d'un point de vue neurocognitif, sont davantage fondés et vont chercher à extraire ces informations qui sont cachées dans le signal. Je rappelle juste, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qu'un potentiel évoqué, c'est la réponse à un stimulus. On peut mesurer des potentiels évoqués en mesurant des réponses à de très nombreuses stimulations. Si 100 fois d'affilée, je fais sonner une cloche et que j'enregistre l'activité dans les cortex auditifs, en calculant la moyenne de ces 100 stimulations, je vais obtenir une onde qui est de très très faible amplitude, mais qui se répète à chaque stimulation. Et ce type de stimuli peut être repéré. Alors déjà, la centaine de stimulations, on n'est pas obligé de les espacer d'un quart d'heure. On peut les faire très très rapidement. Et on peut arriver à repérer dans le signal EEG des réponses à des potentiels évoqués. Et il s'agit de l'une des techniques qui est utilisée pour piloter une interface cerveau-machine. On a beaucoup d'interfaces cerveau-machine pilotées par des potentiels évoqués visuels. Et là aussi, alors que l'on sait très bien qu'il y a un corrélat très fort avec la flexibilité cognitive et les mécanismes attentionnels, ces biomarqueurs ne sont pas beaucoup utilisés pour essayer de construire du neurofeedback. Et pour aller plus loin, pourquoi ne pas modéliser l'information provenant de l'activité cérébrale avec des statistiques de plus haut niveau? Vous savez tous ce qu'est une régression linéaire. Il s'agit de prendre un ensemble de points et d'essayer de tracer un trait qui relie ces points. On trouve une fonction linéaire qui les relie. Si l'on souhaite avoir quelque chose de plus proche de la réalité, on peut utiliser des fonctions avec des variables de plus haut degré et on va pouvoir tracer une courbe qui réunit les points. Et si l'on va encore plus loin, si on s'autorise à avoir des discontinuités dans le modèle, on va se retrouver à obtenir ce qu'on appelle un approximateur universel. La construction d'approximations universelles, la construction de fonctions avec des trous, des discontinuités, des non-linéarités, c'est ce que l'on va appeler les outils d'apprentissage statistique. C'est ça qu'on va trouver dans les réseaux de neurones formels, les machines à vecteurs support, toutes les technologies qui actuellement sont rangées sous le chapeau intelligence artificielle. Ce qui signifie qu'avec ces modèles, on peut arriver à extraire des biomarqueurs de plus haut niveau. Et donc pour prendre un exemple très simple, en utilisant ce genre de technologie, on peut améliorer la précision de mesure de l'activité cérébrale. Et c'est de cette manière qu'on va construire, par exemple, des interfaces cerveau-machine permettant de piloter un ordinateur par imagination motrice. Donc le sujet va se concentrer pour essayer de piloter, donc là en l'occurrence c'est une expérience qui vient de l'INRIA, où le sujet pilote un petit pingouin en se concentrant sur l'imagination motrice, c'est-à-dire qu'il imagine bouger le bras droit ou le bras gauche. L'interface utilise un modèle qui provient de modèles d'approximateurs universels pour rendre plus précis l'extraction du signal, moins mesurer d'artefacts et être au plus près de la physiologie. Et avec cette détection, la personne apprend à piloter le petit pingouin, ce qui signifie qu'en fait, elle apprend à mobiliser, comme elle le souhaite, le rythme sensorimoteur. Et ça va permettre de construire une interface cerveau-machine ciblant le rythme sensorimoteur. Sauf que cette fois, on est beaucoup plus précis et on n'est pas dans les artefacts. Alors que se passerait-il si au lieu de mesurer simplement le rythme sensorimoteur, on essayait de mesurer cette fois quelque chose qui soit directement lié à la cognition? En conclusion, si l'on regarde les usages qui sont faits dans la littérature scientifique des biomarqueurs de neurofeedback, on va trouver qu'il y a beaucoup de recherches sur l'utilisation de simples bandes de fréquences, alors que l'on sait que d'une part, ces rythmes sont peu fondés du point de vue des neurosciences cognitives, et d'autre part que les effets obtenus sont relativement faibles.
alors que les potentiels évoqués, les couplages, les synchronisations neuronales et les modèles d'apprentissage statistique sont significatifs à très significatifs pour la cognition, mais très peu utilisés dans la recherche. Voilà, et donc je vous remercie pour votre attention. Je vois que Jean-Marie m'a rejoint. Je pense que je vais devoir céder la parole. Merci. Merci beaucoup, François. Merci François, merci pour cette présentation. Alors la session de questions et de réponses va être à la fin pour pouvoir échanger avec nos orateurs. Donc j'ai le plaisir, après ta brillante présentation François, qui fixe une feuille de route pour aller chercher de nouveaux marqueurs, mais d'introduire Jean-Marie pour montrer comment on peut aller chercher des biomarqueurs en couplant vraiment Next et Find, mais au niveau de la méthodologie elle-même, entre l'EEG et l'IRM. Alors Jean-Marie Bataille, tu es psychiatre, praticien hospitalier dans le service universitaire de psychiatrie de Rennes, dans le service du professeur Drapier. Tu es un enseignant universitaire et chercheur, puisque tu travailles sur la stimulation cérébrale et tu rentres de Stanford, where you was for developing new technology in neuroscience applied to psychiatry. And now you are English accent. Merci, Arthur. Merci. Avant de commencer cette intervention, je vous prie d'excuser l'absence de Jacob Kenan qui qui est un collègue avec qui j'ai travaillé durant mon postdoc et qui n'a pas pu au dernier moment assurer sa présentation. Donc, je vous prie d'excuser son absence. Effectivement, alors, donc, cette intervention fait un peu le trait d'union entre Next et Find et on va essayer donc, de discuter au travers de la notion de portabilité. Je vais prendre l'exemple des troubles affectifs et de l'état de stress post-traumatique sur un aspect un peu applicatif pour illustrer mon propos. Alors, vraiment schéma d'introduction qui est très familier pour bon nombre d'entre vous sans doute, mais l'objectif du neurofeedback est donc au travers d'une tâche et donc d'un biomarqueur cible. Et donc cette tâche-là, en fait, elle a pour objectif d'engager un processus psychophysiologique tel que vous l'a décrit François. Et pour mesurer l'activité cérébrale, deux principales modalités que sont l'EEG dont a parlé François, mais aussi l'IRM cérébral et l'IRM fonctionnel. Donc il y a plusieurs modalités d'IRM fonctionnel d'ailleurs, et sans doute Jocelyn abordera l'IRM fonctionnel d'un peu plus haut niveau. Mais l'IRM fonctionnel dite de tâche fait partie aussi des modalités, et donc cette boucle-là, on va avoir donc des algorithmes qui vont permettre de calculer en temps réel le biomarqueur cible, et je vais vous en citer quelques-uns, et tout cela va être restitué sous forme de feedback aux participants qui va devoir trouver des stratégies tant sur le plan émotionnel, cognitif et comportemental, de façon à contrôler ce marqueur dans le sens voulu. Alors, les résultats d'une méta-analyse de Pamela Pindi de l'équipe de Jocelyn, alors qui depuis, alors là c'était, cette slide date un peu, c'était encore un préprint, mais l'article a été publié dans Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry en décembre 2022, si mes souvenirs sont bons. Et tout ça pour dire quoi? Dans cette méta-analyse, l'IRM cérébrale reste quand même le gold standard. C'est vrai que sur le plan en fait des données de la littérature sur l'efficacité du neurofeedback dans les troubles de l'humeur, notamment la dépression, la taille d'effet, l'efficacité de la modalité IRM semble quand même être plus supérieure à l'EEG. Plusieurs raisons de difficulté de traiter le signal, de spécificité du signal par rapport à la dimension psychophysiologique, donc ça rejoint totalement ce qu'a dit François, et puis aussi peut-être à une facilité, ça reste difficile à traiter le signal d'IRM fonctionnel, mais avec des connaissances un peu plus spécifiques sur le biomarqueur. Et donc on voit que la taille d'effet, à la fois donc, dans un groupe, avant-après neurofeedback, il y a une taille d'effet qui est quand même plutôt large, et puis il y a une taille d'effet qui est considérée un peu plus modeste entre les groupes, c'est-à-dire le groupe neurofeedback versus le groupe contrôle.
Toujours est-il que quand même, je pense qu'on peut retenir de ça que le neurofeedback en IRM reste le gold standard à ce jour dans les troubles de l'humeur. Sauf que l'IRM, une des problématiques, c'est que, et a fortiori l'IRM fonctionnel, et encore plus toutes les équipes extrêmement rompues et brillantes qui permettent de développer ces algorithmes de traitement du signal, bien il y a un problème d'accessibilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de faire du neurofeedback à la population générale et en routine clinique, si je puis dire, parce que ça demande des dispositifs lourds, d'avoir accès à l'IRM, c'est fortement consommateur d'énergie, de puissance de calcul également. Et puis, l'environnement, il est non écologique. Hein. Si vous voyez voilà, cette grosse machine qui est l'IRM, qui fait du bruit, où on est enfermé dans une antenne, dans un tunnel, chez des personnes qui souffrent de dépression avec une anxiété sans doute un petit peu augmentée, eh bien, c'est peut-être pas forcément l'endroit idéal pour pouvoir effectivement travailler sur ces émotions. Et donc, l'enjeu, c'est à la fois de garder l'utilité et la précision biologique, si je puis dire, de l'imagerie cérébrale, de façon à pouvoir justement utiliser cette signature-là et le transférer vers l'électroencéphalographie, qui est là, pour le coup, réalisable au domicile ou dans un cabinet, en tout cas avec une infrastructure beaucoup moins importante. Et c'est toute la réflexion autour de ça, de comment est-ce qu'on va pouvoir en fait utiliser la qualité des biomarqueurs en IRM fonctionnel avec l'EEG. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que les marqueurs EEG en IRM fonctionnel sont des marqueurs d'un même processus psychophysiologique? Et là, c'est une grosse question. Alors, la tâche habituelle utilisée dans la dépression, c'est les tâches de remémoration positive qui vont engager l'amygdale cérébrale et qui est une tâche en fait qui a permis, alors c'est dans la dépression en tout cas et les études d'IRM fonctionnel, c'est vraiment la tâche qui a apporté le plus fort niveau de preuve. Chez les personnes souffrant de dépression. Et donc on voit effectivement dans cette étude de Zotel qui a essayé de voir en IRM bimodal, en enregistrant le signal EEG pendant la réalisation de la tâche en IRM fonctionnel, et elle a démontré qu'effectivement, il y avait une corrélation entre la différence d'activité amygdalienne et à droite comme à gauche, et la symétrie alpha, qui est un des marqueurs, non, c'est pas la symétrie alpha, la symétrie frontale bêta, je crois, sur la bande bêta, F3, F4 et F8, F7, en tout cas sur des biomarqueurs EEG pensés comme étant des signatures de la régulation émotionnelle dans la dépression. Donc a priori, en fait, des biomarqueurs dont l'évolution dans le temps pendant la tâche de neurofeedback eh bien, évolue dans le même sens. Et un aspect aussi assez intéressant, c'est qu'ils ont démontré sur le plan temporel qu'il y avait une certaine forme de cohérence. Et là, vous voyez à gauche, en bleu et rouge, les sujets qui réalisent la tâche de neurofeedback. On voit que l'évolution des marqueurs amygdaliens et EEG évolue sensiblement dans le même moment, alors qu'à droite, entre le bleu et le vert, ce sont les sujets contrôle qui n'ont pas de neurofeedback. Alors, quels seraient les avantages de la portabilité EEG, de faire de l'EEG neurofeedback? C'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est moins cher, c'est plus accessible. Et puis aussi, il y a la possibilité de faire cette tâche-là dans un environnement familier. Et on sait, et ce n'est pas aux personnes qui font de la TCC que j'ai besoin de convaincre, hein, mais c'est que l'environnement dans lequel on est, l'environnement familier, eh bien, est nettement favorisateur de généralisation des stratégies mentales et comportementales, et donc sur le plan thérapeutique très intéressant. Et puis l'autre intérêt aussi par rapport à l'IRM, c'est qu'on peut répéter les séances. Et là, vous voyez par exemple sur le travail de Decker qui montre que eh bien, la répétition du travail eh bien, atteint un plateau à partir entre la 7e et la 10e séance. Et donc, il y a aussi des travaux basés sur des neurosciences cognitives, notamment la revue de Smolin, qui montre que eh bien, il y a un effet cumulatif de revenir en fait sur la tâche, et donc ça permet de favoriser les mécanismes de plasticité cérébrale sous-jacents à la consolidation des stratégies mentales, et donc du coup c'est quand même in fine le but du neurofeedback. Et donc le challenge, c'est de pouvoir en fait
transférer le marqueur IRM amygdalien, qui a une résolution spatiale millimétrique, mais une résolution temporelle à la seconde, de régions ciblées qui sont plutôt sous-corticales ou à l'échelle de réseau, Jocelyn vous en parlera tout à l'heure, vers en fait un marqueur EEG qui lui a une résolution spatiale qui est un petit peu plus grossière, qui est de l'ordre du centimètre, mais qui a une résolution temporelle nettement plus fine, en millisecondes, et qui, tel que vous l'a illustré François, eh bien, s'intéresse à des régions corticales ciblées. Et donc, ça sous-entend qu'il y a énormément d'aspects méthodologiques à mettre en œuvre, et notamment des aspects à la fois de trouver en fait un prédicteur du neurofeedback du signal IRM fonctionnel en EEG. Donc ça, c'est plutôt des solutions algorithmiques. Mais il y a aussi des challenges méthodologiques, c'est-à-dire de passer de l'IRM à l'EEG et de l'EEG à l'IRM pour s'assurer en fait que le marqueur EEG qui a été identifié permet de bien entraîner le marqueur IRM dont il est issu. C'est d'arriver à faire une boucle aussi interne de validation interne et que tout ça soit associé avec les scores cliniques, bien évidemment, puisque c'est l'objectif de nos soins. Et donc ça, j'ai un exemple de développement d'un marqueur EEG basé sur l'IRM que Jacob a développé durant ses travaux. Jacob est docteur en neurosciences aussi. Il a effectué sa thèse en Israël, dans le laboratoire de Talma Handler, et donc il a effectué un post-doctorat à l'université de Stanford, dans le même laboratoire où j'ai travaillé. Et donc Jacob, lui, a, pour la première fois, un peu dans le domaine de l'état de stress post-traumatique, il a montré en fait cette boucle de définition d'un marqueur EEG. Ils ont d'abord essayé d'établir une signature EEG du biomarqueur IRM dans l'état de stress post-traumatique. Et donc, du coup, c'est vraiment le biomarqueur amygdalien, plutôt sur l'amygdale droite, avec l'objectif de désamorcer, d'avoir une régulation dans le sens de la décroissance de l'activité amygdalienne dans des tâches en fait, de gestion de réactivité émotionnelle. En fait, vous allez voir, c'est des tâches où il y a une salle d'attente des urgences qui commence à devenir un peu en ébullition. Les gens deviennent un peu énervés parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Et donc, du coup, le sujet a pour objectif de diminuer cette activité amygdalienne. C'est une tâche qui est validée en IRM fonctionnel, et donc ils ont pu prédire qu'il y avait une trace EEG, et alors là, de façon très étonnante, qui est sur l'électrode PZ, sur le vertex, qui était prédictive de l'activité amygdalienne. Et donc, du coup, c'était initialement, lorsqu'on se base sur justement les hypothèses a priori psychophysiologiques, c'est pas du tout en fait une électrode, un signal sur lequel on se serait intéressé. Donc là, on est vraiment sur une approche guidée par les données et qui permet de calculer l'activité amygdalienne. Et de façon assez intéressante, ils ont démontré qu'ils ont fait cette boucle-là, EEG, IRM fonctionnel, et les personnes qui ont fait cet entraînement avec la signature cérébrale à l'EEG ont pu réguler dans le sens, donc ça c'est le côté rouge, ont pu réguler dans le sens attendu une diminution de l'activité amygdalienne sur l'amygdale droite, ici enregistrée en IRM fonctionnel, versus des sujets qui ne s'étaient pas entraînés là en bleu. Il faut savoir que sur cette tâche-là, donc il y avait peu de patients, ils étaient 14 patients, et en tout cas sur la réalisation de tâches neurofeedback, par contre, les patients avaient du mal à montrer un entraînement. Ils ont déployé en fait la tâche sur un essai randomisé contrôlé, avec cette tâche-là, donc justement, de régulation des personnes qui s'énervent dans une salle d'attente. Et donc, plus il y a de l'agitation dans cette salle d'attente, plus le sujet il était demandé au sujet de diminuer l'activité, à la fois de l'amygdale, mais aussi de la signature EEG. Et donc, ils ont créé cette signature EEG. Les sujets qui étaient dans le groupe actif ont fait un entraînement EEG. Le groupe bleu, c'est le groupe, ils ont fait un entraînement EEG, mais ils avaient un faux neurofeedback. Et le groupe en gris n'avait pas du tout de neurofeedback. Et qu'est-ce qu'ils ont démontré? C'est que le groupe qui a fait de l'entraînement
avaient le vrai entraînement, avaient le vrai principe actif, la signature EEG de l'IRM fonctionnel, et bien ils avaient une diminution de la régulation du marqueur avec, à partir de la 4e, 5e, 6e séance, montrant effectivement qu'il y a quand même un effet d'apprentissage et qu'il est important de répéter les sessions, et que la mesure clinique de la résolution, notamment une tâche de résolution de conflit, eh bien, il performait mieux que les sujets contrôle ou les sujets qui n'avaient pas de neurofeedback. Donc tout ça pour conclure que eh bien, le neurofeedback, c'est une technique bien sûr thérapeutique qui est un peu à la frontière entre la neuroscience et la psychophysiologie. Alors peut-être que vous l'avez vraiment bien démontré, François, avec tous les enjeux que ça constitue en termes d'enregistrement et de s'assurer en fait que la mesure, le biomarqueur que l'on souhaite entraîner, eh bien, elle est bien cohérente avec ce que l'on veut obtenir en termes de réponse clinique. Mais au-delà des enjeux sur lesquels on discute beaucoup au sein de Next, au-delà de l'enjeu qu'il y a d'obtenir un effet thérapeutique durable et robuste, eh bien, il y a aussi celui de la portabilité, c'est-à-dire que rien ne remplacera la qualité de l'IRM fonctionnel, mais aussi de voir comment est-ce qu'on peut augmenter l'accessibilité. Mais tout ça, ça sous-entend des enjeux méthodologiques très importants et de validation de nos marqueurs. Je vous remercie de votre attention. Je garde la parole juste quelques instants pour introduire notre prochain orateur. J'ai le plaisir d'introduire Jocelyn Ouinou, qui est professeur de psychiatrie au CHU Henri Mondor à Créteil, et donc qui enseigne à l'université Paris-Créteil, et qui donc a son équipe de neuropsychiatrie translationnelle à la plateforme de neuroimagerie de Neurospin, CEA Saclay. Et donc Jocelyn est un des représentants dans les orateurs de la section Find, et il va vous parler des marqueurs connectomiques pour le neurofeedback. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci Jean-Marie. Alors effectivement, je vais vous parler des marqueurs connectomiques pour le neurofeedback. Alors ça fait beaucoup de gros mots, donc c'est en fait assez simple. Depuis quelques années, donc est apparu un terme, donc, vous avez peut-être entendu, le connectome. Alors qu'est-ce que c'est le connectome? Là, vous en avez une représentation sur la diapositive à gauche. C'est, on va dire, le plan des connexions entre neurones du cerveau. Donc, le connectome, c'est l'ensemble de ces connexions neuronales. Alors, il faut pouvoir effectivement les étudier. Alors, il y a différentes échelles. On peut étudier ça à l'échelle macroscopique. Donc, quelles sont les connexions entre les différentes aires, par exemple cérébrales, hein, et c'est ce qu'on voit à gauche, les connexions entre les différentes aires cérébrales. Ça peut être aussi étudié à une échelle microscopique, donc à l'échelle synaptique, entre deux neurones. Vraiment, qu'est-ce qui se passe, quel est le plan, la carte des connexions entre deux neurones. Et donc, il y a des grands projets dans le monde, comme ici le Human Connectome Project aux États-Unis, qui visent à faire ce plan complet des connexions neuronales qu'on va appeler le connectome. Alors, comment est-ce qu'on peut le définir, comment est-ce qu'on peut l'étudier? En fait, on peut regarder soit l'anatomie, soit la fonction. Et donc, on va avoir ce qu'on va appeler un connectome structural, anatomique, donc qui va aller étudier, par exemple, les axones, vraiment l'anatomie de ces connexions. Alors, pour l'étudier, la technique de choix, c'est l'IRM de diffusion qui permet de reconstruire les faisceaux de substances blanches qui vont aller relier les différentes aires cérébrales. Mais on a aussi, et c'est celui qui va nous intéresser plus ici dans le couplage avec le neurofeedback, le connectome fonctionnel. Donc on va aller regarder comment les différentes aires cérébrales sont connectées fonctionnellement, comment elles sont synchronisées, comment elles sont activées en même temps ou activées de façon contraire. Et donc pour ça, on va pouvoir aller utiliser deux techniques principalement, l'électroencéphalographie dont on vous a pas mal parlé, et l'IRM fonctionnel, soit pendant le repos. Le sujet, on ne lui donne pas d'instruction spéciale et on va aller regarder l'activité dans tout son cerveau, et on va aller regarder les zones qui sont synchrones, actives ensemble ou peu actives ensemble. On peut aussi faire ça pendant une tâche et on va aller regarder quelles zones s'activent en même temps. Donc ça, on va pouvoir reconstruire ce qu'on appelle un connectome fonctionnel.
Alors, on vous a parlé du neurofeedback. Les deux principales techniques, soit l'EEG à gauche, soit l'IRM fonctionnel à droite. Je ne vais pas revenir dessus. Mais si, par exemple, on s'attarde sur le neurofeedback en IRMF en temps réel, qu'est-ce qu'on va montrer comme signal au sujet? On va lui montrer le niveau d'activité mesuré par l'IRM fonctionnel d'une cible. Quelle peut être cette cible? Alors, en haut, vous avez la première stratégie, la plus classique. On va dire, par exemple, ça a été le cas dans la douleur chronique, qu'on va vouloir montrer au sujet son niveau d'activité dans une zone anatomique prédéfinie, qui est par exemple ici le cortex singulaire antérieur en rouge, dans le panel du haut. Et il va devoir moduler l'activité dans cette région. Une deuxième stratégie, ça va être de définir la zone à partir d'une tâche. On va lui faire une tâche et pour chaque sujet, on va pouvoir définir une zone d'activité dont il va devoir aller moduler l'activité. Et enfin, on peut faire des choses un peu plus compliquées avec des classificateurs de l'intelligence artificielle, un peu comme a dit M. Vialat à la fin de son premier tour. Alors, on peut aussi ne pas montrer au sujet comme cible une région anatomique, mais une connectivité fonctionnelle, le connectome fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'en effet, dans tous les troubles psychiatriques, on a un peu abandonné l'idée localisationniste des troubles. On a un peu abandonné une sorte de néophrénologie qui voudrait qu'à un trouble est associée une dysfonction dans une région cérébrale. C'est ce qu'a montré François Vialat au début. Ça, on sait que manifestement, c'est faux. Et actuellement, on étudie plutôt des dysfonctions dans des réseaux cérébraux. Et les réseaux cérébraux, ils sont constitués de différentes aires qui sont connectées entre elles. Donc, ce qu'on va montrer là, dans le neurofeedback basé sur la connectivité fonctionnelle, ce qu'on va montrer au sujet, c'est la synchronisation entre différentes régions ou différents réseaux cérébrales, et c'est ça que le sujet va aller devoir moduler ou corriger. Alors, comment est-ce qu'on fait en pratique? Alors, en fait, il faut pouvoir identifier une connectivité cérébrale, donc par exemple 2 régions cérébrales qui sont connectées fonctionnellement, dont on pense que l'anomalie de leur connectivité, elle a un lien avec les symptômes, un lien causal. Qu'à cause de cette altération de la connectivité, le sujet, il a certains symptômes. C'est ce qu'on va appeler un marqueur theranostique, puisque c'est un marqueur qui à la fois est impliqué dans la génération des symptômes, mais c'est aussi un marqueur sur lequel on va vouloir directement agir, parce qu'après l'avoir identifié, là ici on voit un exemple, c'est classique dans les troubles du spectre autistique, mais on va ensuite montrer ce niveau de connectivité comme feedback que le sujet va devoir contrôler, et après quelques séances d'entraînement, on va voir si le sujet a moins, par exemple, de symptômes cliniques. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui a été fait. Alors, il y a très peu d'études, parce que comme disait Jean-Marie, faire des études en neurofeedback, en IAM, c'est effectivement quelque chose d'assez lourd. Et en utilisant en plus l'activité d'une région, mais un niveau moyen de connectivité fonctionnelle, là, c'est encore plus compliqué. Donc, il y a quand même très peu d'études, et puis c'est des concepts assez récents. Donc là, je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, donc dans la population générale, dans une population non clinique, cet essai contrôlé, avec un contrôle qu'on appelle SHAM, c'est-à-dire un faux neurofeedback, on va dire, visait l'anxiété trait et le contrôle attentionnel chez les sujets anxieux. Donc, dans les modèles neuro, il y a beaucoup de modèles qui font l'hypothèse de l'importance de la connectivité entre ces 2 régions en rouge, là, dans le panel C, là, cortex frontal, dorsolatéral et singulaire antérieur. Et donc, les sujets, ils devaient apprendre à moduler, à diminuer la connectivité entre ces 2 régions. Et alors, ce que ça a fait, c'est qu'en fait, chez les sujets qui ont fait cette tâche, ils ont une diminution de l'anxiété, et pas dans le groupe contrôle, avec une modulation de la connectivité, mais ça ne s'étendait pas bien aux tâches cognitives qui étaient associées. Alors, il y a aussi eu d'autres essais sur un symptôme dont on connaît un peu plus aussi
les soubassements, on va dire, anatomiques ou connectomiques sont les ruminations. Donc, en population générale, il y a des sujets qui souffrent plus ou moins de rumination. Et donc, ceux qui avaient un niveau de rumination élevé dans cette étude ont été inclus dans une étude de neurofeedback en IRM où on leur montrait le niveau d'activité entre ces deux régions, donc le précuneus et la jonction temporopariétale. Il y a plein de raisons pour en revenir à la question, pour expliquer pourquoi la connectivité entre ces deux régions et serait impliquée dans les ruminations. Et donc, la tâche consistait à montrer des mots qui faisaient référence au sujet, donc à connotation négative. Vous voyez, nerveux, paresseux, égoïste, voilà, ennuyeux. Donc, voilà. Et pendant ce temps-là, le sujet, lui, il observait la connectivité entre ces deux régions et il devait en fait la découpler, la diminuer. Alors, donc pareil, il y avait un groupe expérimental, un groupe contrôle auquel on montrait un signal un peu aléatoire. Et dans le groupe expérimental, alors ils ont pu, cette équipe, faire diminuer la connectivité entre la jonction temporopariétale droite et le précuneus, donc entre la région cible. Il y avait moins de rumination, mais j'ai dit, on pense que quand on fait ça, qu'il y a un lien causal entre les deux. Et là, il n'y avait aucune corrélation entre la modification de la connectivité et la modification des symptômes de rumination. Donc, ça pose des questions. Peut-être que l'effet passe par d'autres bouts du réseau ou par d'autres réseaux. Alors après, si on passe à ce qui a été fait dans les populations cliniques, j'ai retrouvé 2 études sur les symptômes dépressifs, puisque c'est là où aussi on a le plus d'hypothèses et de modèles neuro de connectivité à analyser. Alors, donc là, c'est les chercheurs qui ont pris des sujets déprimés et ils ont fait faire un essai contrôlé où là, les sujets voyaient la connectivité entre deux régions, cortex préfrontal dorsolatéral et cingulaire postérieur, vous voyez ici. Et donc, le feedback qu'ils avaient, c'était sous forme de cible. Et on leur donnait aucune instruction. Je l'ai laissé en anglais, vous voyez, ça vient du texte de l'article. En gros, ils devaient faire leur mieux pour faire quelque chose avec leur cerveau pour avoir la meilleure cible, la plus grande cible. Ce qui a pu être observé, c'est que, pareil, la connectivité, elle a été restaurée, donc c'est une anticorrélation, là, et on a pu avoir une diminution des symptômes. Alors, je critiquerai les études juste après. Et la dernière étude, alors là, c'était un essai un peu plus grand, avec un peu plus de sujets, contrôlés dans une population clinique, 2 sujets avec des symptômes dépressifs. La cible n'était pas exactement la même, mais elle impliquait encore le cortex cingulaire postérieur. Et là, la connectivité, en fait, entre le cortex cingulaire postérieur et la jonction temporopariétale. Donc, dans le groupe expérimental, il y avait une diminution des ruminations, mais comme dans la seconde étude, il n'y avait pas de corrélation entre l'amélioration de la connectivité entre les deux régions cibles et la diminution des ruminations. Et dans des analyses exploratoires, les auteurs ont pu retrouver une corrélation entre la connectivité de la jonction temporopariétale droite avec une autre région et la diminution des ruminations. Ce n'était pas la connectivité cible. Donc, tout ça pour dire que, alors, effectivement, comme on s'attaque à des troubles qui sont probablement des troubles liés à des altérations dans les réseaux, utiliser la connectivité à la fois comme marqueur et comme cible thérapeutique est probablement plus intéressant, mais toutes ces études, là, les 4 que je vous ai présentées, ont l'inconvénient d'avoir des très faibles effectifs. À chaque fois, c'est peut-être 10 sujets. Et puis, malgré la théorie qui serait que on veut cibler un mécanisme causal, manifestement, on voit que même quand on a une certaine efficacité, on n'a pas de corrélation entre le changement de la cible et puis le changement clinique. Donc, peut-être que l'effet, en fait, passe par des effets indirects sur d'autres régions ou d'autres réseaux. Donc, on ne comprend pas très bien encore les mécanismes de cette nouvelle forme de neurofeedback. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être étendu, par exemple, en EEG. En EEG, on peut tout à fait regarder la synchronisation ou la cohérence des rythmes entre différents réseaux. Donc, probablement que c'est des études qui seront, comme disait Jean-Marie Bataille, plus faciles à mener sur plus de sujets. Voilà. Je vous remercie. Alors, on va passer aux questions-réponses. Dans le chat, s'il y a des questions.
Ouais, Jean-Arthur peut-être nous Oui, dirait on va ça. passer aux questions-réponses, mais déjà, un grand merci à vous trois pour ces trois présentations extrêmement complémentaires qui montrent l'articulation étroite qu'il peut y avoir entre une pensée psychophysiologique, une pensée clinique et l'usage d'outils d'imagerie cérébrale, fonctionnelle ou anatomique. Donc, c'est vraiment très riche. Et tout ça dans une perspective d'une clinique psychiatrique qui ne mette pas de côté le cerveau, mais sans réduire le cerveau, non, sans réduire pardon, le cerveau à la psychiatrie. Ça, on pourrait, sans réduire la psychiatrie au cerveau, quoi, parce que ça va être l'enjeu d'ailleurs des journées nationales de psychiatrie et de neurologie qui arrivent la semaine prochaine. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est quand même le cerveau en partage. Mais en fait, quand on partage le cerveau, on se rend compte qu'en fait, on partage la clinique. Ça, c'était, je pense, un élément qui est à souligner dans vos présentations. Donc, s'il y a des questions dans le chat, effectivement, on a 10 minutes pour pouvoir échanger avec vous, donc c'est super. Alors, il y a Daniel Wagner qui nous demande, alors qu'on connaît bien, merci d'être là, puisqu'il participe aux sessions de neurofeedback que Next organise, puisque Next, tu l'avais présenté, Jocelyn, comme Fine, organise des séminaires en présentiel tous les ans, an et demi. Et d'ailleurs, peut-être que la prochaine congrès Next sera fera avec Fine, on va en discuter la semaine prochaine. Donc, ça va être organisé, mais également des formations. Et Daniel Wagner, qui est un praticien de neurofeedback, nous dit on entend. Ah mince, c'est pas une question. On entend très loin Jean-Marie son micro. Oh, bon, on t'entendait quand même un peu. Ouais, désolé, hein, il faut que je résolve ce petit souci. Ouais. Anna Mameli nous demande bonjour, je me demandais juste si, à force, alors ça c'est peut-être pour François, à force d'entendre une même stimulation, par exemple une cloche dans le neurofeedback, est-ce que le signal EEG finit par diminuer comme une habituation ou reste-t-il le même au cours du temps? Alors la réponse dépend de comment on va présenter le son de cloche. C'est-à-dire que si jamais on présente de façon régulière un même son de cloche, c'est-à-dire que c'est le même son, la même intensité et le rythme est régulier, il va y avoir un phénomène d'habituation. Si par contre la présentation est faite avec une variation de rythme qui est aléatoire ou une variation d'amplitude qui est aléatoire, l'habituation sera moindre. Et ça dépend aussi de la façon dont le sujet module son attention sur le son. Donc il peut y avoir des phénomènes d'habituation, mais ils sont assez complexes. Mais là, tu parles pour la stimulation cérébrale par les stimuli, mais c'est aussi le feedback lui-même, la métaphore qu'on donne au sujet. Est-ce qu'il y a un gain en neurofeedback de changer ce signal ou alors pour que l'apprentissage soit optimal, est-ce qu'il y a un intérêt à changer le type de feedback aussi pour maintenir la motivation du sujet? Alors moi, ce que j'avais compris, c'est qu'elle parlait du son de la cloche pour faire du potentiel évoqué. Maintenant, si on ouvre la question sur le neurofeedback, de façon générale, si jamais les signaux de feedback sont captivants, s'ils sont davantage ludiques, si jamais il y a un côté qui est plus motivant pour le sujet, ça va favoriser l'apprentissage, bien évidemment. Un neurofeedback très chiant, c'est pas très motivant. Oui, mais un neurofeedback trop gamifié, ça peut détacher du signal EEG, non? Ça peut faire oublier la tâche, effectivement. Ouais. Il y a du coup Daniel Wagner là une question qui nous demande est-ce qu'on utilise les travaux de Yuri Kropotov qui a écrit un livre sur le G qui est le Kropotov du coup sur le G quantifié et les potentiels évoqués en neurothérapie. Donc c'est une question un peu large parce que enfin, comment considérer, mais c'est vrai qu'il est influent dans le champ du neurofeedback, Kropotov, particulièrement auprès des praticiens neurofeedback. Je ne sais pas, François, ce que tu en penses. On va reposer la question des bases normatives. Oui, c'est ça. Voilà. La question, en fait, quand on étudie un signal EEG, est-ce qu'on étudie un signal EEG depuis une norme donnée ou depuis une période de référence donnée? Si on prend une période de référence et qu'on compare le signal depuis la période de référence, c'est-à-dire si le sujet est sa propre norme, on obtient quelque chose qui est relativement comparable et on a des données scientifiques assez probantes. Si on se base sur une base normative, la difficulté, c'est qu'on a besoin d'avoir une base qui possède exactement les mêmes qualités
et les mêmes propriétés que le sujet qu'on utilise. C'est-à-dire que si on veut étudier le signal θ d'un sujet mâle de 22 ans, droitier, enregistré à 14 heures, eh ben, il faut qu'on ait une centaine de sujets de mâles de 22 ans enregistrés à 14 heures qui soient droitiers. C'est extrêmement difficile d'avoir une telle base normative. Et pour l'instant, on n'en a pas vraiment. Et lorsque des bases existent, ce sont des bases propriétaires qui ne sont pas partagées. Et c'est le gros problème par rapport au fait d'avoir des bases normatives, c'est qu'on n'est pas vraiment sûr de ce qui est dedans. Parce que souvent, les outillages de neurofeedback qu'on peut acheter sur le commerce nous disent qu'il y a des bases normatives dedans pour faire comme pour la hanche, quand on regarde la calcémie chez les sujets âgés, s'ils vont se casser la hanche ou pas, un Z-score, et on compare à ça. Mais que autant on peut avoir avec 1000 sujets un taux de calcémie moyen d'une hanche, autant pour avoir la même chose sur l'EEG, il y a des contraintes méthodologiques plus élevées que pour le degré de calcémie dans une hanche, quoi. C'est ça? Voilà, et dit en passant, ce serait vraiment génial s'il y avait une vraie base normative EEG, mais qui soit un effort de recherche international avec une base de données qui soit ouverte et partagée. Pour l'instant, ça n'existe malheureusement pas. Et en IRM fonctionnel, ça existe, ça, Jocelyn? Anatomiquement, oui, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais anatomiquement, il y a des bases normatives, mais, je crois, mais en fonctionnel, non plus. Comment on gère ça en IRM, les bases normatives? Alors, c'est des travaux récents, parce qu'en fait, il y a depuis une dizaine d'années, il y a 2-3 grandes initiatives au Royaume-Uni, UK Biobank, aux États-Unis, ABCD. Alors, c'est pas le même âge, il y en a une c'est 50-70 ans, l'autre c'est 10-20 ans, c'est pas pareil, mais qui justement vise à recueillir et à distribuer de façon relativement large des données IRM anatomiques de diffusion et fonctionnelles de repos chez plusieurs dizaines de milliers de sujets, donc ce qui permet d'avoir maintenant les toutes premières bases normatives, sachant que c'est très difficile parce qu'il y a quand même un gros effet, par exemple, de la machine, de l'IRM. Mais voilà, maintenant avec 10, 20, je crois 58 sujets maintenant dans les Biobank, on arrive à calculer cet effet qui fonctionne. Et donc maintenant, et les gens commencent à valider des ABAC, comme les ABAC poids-taille, en IRM anatomique. En IRM fonctionnel, c'est un peu moins fiable parce que le signal est plus variable. Mais c'est un effort qui est en cours. Ben oui, parce que c'est ça que ça soulève. Là, je vous pose la question à tous les deux, Jocelyn et François, et Daniel Wagner dit combien de sujets il faut, mais je crois que la question, c'est combien de variables il faut contrôler pour gérer la variabilité. Est-ce que c'est gaucher-droitier, sexe, genre, faisant de la méditation en Californie ou du surf sur la côte ouest versus, bonjour Jean-Marie, ou faisant pas de surf et de l'escalade, j'en sais rien, ou tu vois, quelles sont toutes les variables qu'il faudrait prendre en compte pour tenir compte des facteurs modulant ces paramètres de repos, quoi. Bah, au moins pour l'anatomie, c'est un peu comme poids-taille. Il n'y a quand même pas 100 000, Ouais. 100 000 facteurs qui influent tant que ça. C'est sûr que pour l'IRM fonctionnel, et j'imagine que pour le G, c'est pareil. Je veux dire, l'état, un même sujet qui se met à fumer, pas fumer, ou qui a pris 3 cafés, pas de café, il y a déjà des variations. Donc, c'est beaucoup plus fragile. Après, je pense qu'il y a aussi pas mal de littérature là, qui commence à émerger autour de la variabilité intersujet aussi, hein, même ne serait-ce que sur. Alors, on connaît les variantes anatomiques, et ça existe effectivement sur l'IRM structural. Alors après, c'est pas dans des proportions très importantes. Hein. Vous n'allez pas avoir un troisième hémisphère qui va pousser, mais néanmoins, il y a quand même certaines subtilités. Et en imagerie fonctionnelle, de plus en plus, on voit hein, que, par exemple, certains réseaux, le réseau de la salience, le réseau du mode par défaut, qui, sur certaines régions, et notamment au niveau préfrontal, chez certaines personnes, peuvent être dans des régions peuvent être un petit peu se superposer ou être un petit peu décalées. Et donc, des régions dont on pense que lorsqu'on fait l'IRM non fonctionnel, vous savez, on a le point de référence et puis la connectivité entre ce point de référence et les autres régions du cerveau. Et quelquefois, on peut effectivement, il y a une certaine variabilité qui a été démontrée à l'échelle individuelle. Et là, on voit bien hein, que c'est peut-être aussi une des raisons, alors certainement pas l'ensemble, hein, Jocelyn en a énoncé d'autres, mais une des raisons aussi de la difficulté à avoir quelque chose de normatif à l'échelle de la population, quoi.
Merci beaucoup, c'est passionnant, ça montre qu'à travers le neurofeedback, on réintroduit, et c'était ton titre François, la psychophysiologie, c'est une dimension qui a structuré la psychiatrie dans les années 60-70 avec Jean Delay, Delmas Marsallet, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, on a montré qu'à travers le neurofeedback, réenchanter la psychiatrie à travers le psychophysiologique et une pensée comme ça, psychophysiologique intégrative, est très important et peut être une alternative à des neurosciences parfois réductionnistes. Merci à toutes. Et donc, ce webinaire pourra être vu en replay sur la FPBN, le site de l'Association française de psychiatrie biologique et neuropharmacologie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.